Allez, histoire de faire venir un petit peu tous les autres, je vais commencer par introduire un petit peu le sujet, introduire également qui je suis, et qui nous sommes, Coprime. Euh, donc, par rapport à Coprime, hein, on est une société de conseil et on implémente également des outils, des process, des méthodes, on fait des formations, du coaching sur tout ce qui gravite autour du monde du PPM, donc du Project Portfolio Management, mais pas seulement. Et c'est vraiment notre cœur de métier. On a 15 ans d'existence aujourd'hui, mais la plupart des consultants chez nous voilà, ont beaucoup plus de bouteilles que ça aussi. On est actuellement divisé en trois unités distinctes. Donc on a un premier département qui est spécialisé, on va dire, en tous les développements, hein. Donc, si vous avez des outils divers et variés en place, ou si vous n'avez pas d'outils d'ailleurs, mais que vous souhaitez en mettre un en œuvre, on a donc des équipes qui sont là pour adapter ces outils. On a un département qui, lui, concerne tout ce qui est transformation managériale, parce qu'on s'est rendu compte que discuter d'outils, discuter de méthodes, discuter d'organisation, c'est bien. Mais si on n'arrive pas à fédérer et à organiser tout ça avec les humains qui sont donc en charge d'animer toute cette gouvernance, ça pose problème. Donc on a rajouté cette brique assez récemment, de manière justement à promouvoir en fait tout ce qui pourrait être mis en œuvre au sein d'une structure, d'une organisation, et la rendre opérationnelle, efficace et pérenne, parce qu'un des sujets, hein, c'est la pérennité aussi. Et la troisième département, donc, qui est un département qui me concerne à titre personnel, j'aurai l'occasion du coup de me présenter, c'est le département conseil. Donc, au sein de ce département, on a une petite structure, hein, où on intervient avant tout pour aborder, on va dire, les problématiques ou vos problématiques qui gravitent évidemment autour de la gestion de projet ou de la gestion de portefeuille de projet, mais donc par extension qui va concerner de nombreux autres sujets connexes, hein, parce que tout ça, c'est un monde transverse. Et donc, on amène, nous, des préconisations, des orientations, des états des lieux, et ainsi de suite, pour justement permettre à chaque organisation de pouvoir se projeter, de pouvoir devenir opérationnel. En tout cas, plus opérationnel. On n'est pas dans du lean, mais on pourrait se rapprocher du lean, hein. On essaye de faire gagner en efficacité et en bon sens. Et donc, à titre personnel, hein, je me présente du coup, Denis Usan. Donc, pour ma part, alors j'ai 45 ans cette année, évidemment. Et pour ma part, ça va faire 15 ans que je suis chez Coprime, avec voilà, hein, beaucoup, beaucoup de sujets divers et variés, de différents secteurs d'activité. Ça, c'est important aussi, hein. On n'est pas estampillé tel ou tel secteur d'activité. On se veut transverse, on revendique cette transversabilité. Et on a aujourd'hui donc la légitimité pour aborder tous ces sujets-là. Voilà, ça c'était la petite intro. Ça m'a permis de faire venir toutes les autres personnes qui n'avaient pas eu le temps de se connecter. Donc encore une fois, bonjour à tous et merci pour votre présence. Et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, donc à savoir dans ce monde de la gestion de projet, pourquoi le ROI n'est pas au rendez-vous. Alors ça, c'est un constat qui est assez global, assez général. Donc encore une fois, hein, si vous vous sentez, vous, concerné par cette thématique, dites-vous que d'une, vous n'êtes pas seul, et de deux, j'ai envie de dire, c'est presque naturel que le ROI ne soit pas toujours au rendez-vous. Je veux dire, c'est pas quelque chose potentiellement d'anormal. Premièrement, parce que les projets, par définition, c'est une vision du futur, de l'avenir, et que, à moins d'avoir une boule de cristal et de s'appeler Madame Irma, il y a très peu de chances qu'on puisse garantir à 100% que cet avenir se réalise tel qu'on l'a projeté.
Sinon, bah, ce ne serait pas du projet, ce serait une autre manière, hein, ce serait, je ne sais pas comment l'illustrer, mais on serait dans un monde qui serait un petit peu trop certain et ce n'est pas le cas du tout. Donc, on ne va pas être dans le déni de la réalité. Il faut admettre hein, que quand on travaille sur du projet, qu'on projette donc vers l'avenir, eh ben, il va y avoir énormément d'aléas, il n'y a pas de garantie, mais on va mettre en place tout ce qui permettrait d'aller dans le sens d'apporter ces garanties et d'être dans la maîtrise. Et la notion de ROI fait donc partie de ces éléments-là. Alors, comment on va procéder par rapport à ce webinaire? Au niveau des objectifs, on va essayer de comprendre pourquoi le ROI est souvent décevant. On va aussi discuter des erreurs courantes, des freins qu'on peut rencontrer, et vous verrez que on sort du cadre strict de l'aspect financier. Parce qu'en fait, l'aspect financier est une conséquence de tout un tas d'événements qui ne sont pas forcément des éléments financiers. Et on essaiera de balayer aussi les potentiels leviers d'amélioration, sachant encore une fois que ça se générique. Il n'y a pas de médicaments qui s'adaptent à tout le monde, en tout cas pas sous la forme d'un webinaire. Là, il faudra un traitement personnalisé, si je puis dire. Mais au moins, ça va permettre d'adresser des thématiques sur lesquelles vous ne seriez peut-être pas allé si on n'avait pas abordé ce webinaire aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant quand même, hein, ce que je disais par rapport à la notion de projet, c'est que 70% des projets échouent à atteindre leur objectif en termes de ROI. Voilà, donc ça, c'est une stat qui vient de Standage Group, qui doit avoir 2 ou 3 ans, mais c'est suffisamment quand même récent pour être encore d'actualité. Et finalement, c'est une tendance qui n'évolue pas vraiment depuis beaucoup d'années, hein, ces histoires de 70%. C'est énorme, 70%, c'est-à-dire c'est plus de la moitié, presque les 3/4. Donc encore une fois, soit tout le monde est très nul, mais je ne pense pas, hein. On ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos des compétences, sur le dos des outils, des organisations, etc. Non. Soit effectivement, ça confirme bien que l'avenir, bah, il est incertain et que c'est parfois compliqué d'arriver à borner cet avenir du mieux possible. Alors, on va rapidement aborder la définition du ROI. Donc là, c'est vraiment histoire d'amener quelques éléments, hein. Donc, c'est avant tout un indicateur clé qui va nous permettre de mesurer la rentabilité ou la valeur d'un projet, hein. Euh, on va essayer de définir justement ces indicateurs clés afin d'obtenir le bon ratio ROI et au moment où on fera notamment le bilan, de se dire est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans. Alors, financièrement parlant, il y a une formule qui peut s'appliquer au-delà du financier, mais c'est du coup beaucoup moins mesurable. Mais dans tous les cas, ce ROI, hein, c'est ce qu'on appelle le gain net de l'investissement, auquel on vient déduire le coût de l'investissement. Et tout ça, hop, on le divise par le coût de l'investissement pour obtenir le ratio. Donc jusque-là, il n'y a pas de complexité dans la notion de ROI dans son mode de calcul. Là où c'est complexe, bah, c'est qu'est-ce que je mets dans la partie gain net, qu'est-ce que je mets dans la partie coût de l'investissement, et on verra, enfin on va en discuter en tout cas, que selon les organisations, selon les individus, eh bien, ce qu'on va retrouver derrière la notion de gain et la notion de coût, c'est pas forcément évident pour tout le monde. En tout cas, ça ne se calcule pas de la même manière ou ça ne s'identifie pas de la même manière. Et je pense que vous l'avez déjà vu dans vos organisations au niveau des coûts. On a par exemple une notion de tout ce qui va être amortissable ou non amortissable, ou d'OPEX, CAPEX. Dans certains cas, au sein d'une même structure, encore une fois, on va vouloir mutualiser l'ensemble de ces coûts. Dans d'autres cas, on va vouloir les distinguer. Mais si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il y a à faire pour définir le ROI, évidemment, on va déjà commencer à avoir des problématiques.
Alors ici, j'ai identifié deux types de ROI. Alors c'est très simple dit comme ça, mais c'est pour mettre en évidence que on cherche pas uniquement à mesurer l'aspect financier des choses, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère être du gain monétaire ou de la réduction de coûts, c'est évidemment un élément de mesure du ROI. C'est quelque chose qui est justement facile à mesurer puisque c'est des maths avec des chiffres. Mais c'est plus une conclusion, ce ROI financier, du, du ou des ROI non financiers, hein. Et on va voir que au niveau de ces ROI non financiers, on va retrouver des thématiques comme la productivité. Là, j'aborderai un point sur l'agilité que je vais euh, comparer à l'agile pour essayer de casser un petit peu aussi certaines croyances. On a fait un webinaire d'ailleurs sur ce sujet. On va retrouver la satisfaction client, puisque quand on adresse un projet dans le cadre d'une démarche commerciale, quelle qu'elle soit, on va avoir en face de nous un client. Ou bien quand on adresse un projet qui va servir l'entreprise, on adresse aussi un client en interne. Donc vous avez différentes manières d'aborder cette thématique de la satisfaction client, qui est donc un élément qui permet de garantir, enfin de valider le fait qu'on a un retour sur investissement ou non. Et on va aussi avoir la notion d'engagement des employés. Alors, je dis employés, mais en gros, les engagements liés aux moyens, ça peut être matériel, c'est pas que employés, mais évidemment, ça va être aussi les acteurs, dans quelle mesure ils vont s'impliquer, dans quelle mesure ils ont les moyens, dans quelle mesure on les fait converger, dans quelle mesure on les fait progresser, de manière à pouvoir justement tendre vers le ROI financier. Alors, j'ai cité des exemples assez bateaux, mais c'est vraiment pour essayer d'illustrer un petit peu le propos, hein. Voilà, vous pouvez avoir un projet IT qui va nous autoriser une réduction de coût de 20% sur 3 ans. Bah, là, on est dans du ROI financier pur, hein. C'est-à-dire que quand vous présentez ça à un board, lui, il va se dire, bon, bah, chouette, ma stratégie actuelle est de réduire les coûts et on me propose un projet sur lequel je vais pouvoir avoir une réduction dans les 3 ans. Ça m'intéresse. On va avoir sur les aspects non financiers un projet RH qui vise à améliorer la satisfaction des employés et à réduire le turnover. On verra que la notion de turnover n'est pas un sujet anodin, encore moins aujourd'hui, et qu'il est défavorable au ROI d'ailleurs. Et donc voilà un exemple d'atteinte d'un objectif avec une rentabilité derrière humaine, non financière. Je regarde en même temps le temps parce que je parle pas mal, mais c'est l'intro. Alors pourquoi le ROI financier est souvent décevant? Très souvent, ce qui va plomber le ROI financier, en termes de constat, encore une fois, c'est qu'on va se retrouver avec des dépassements de budget. Bon, jusque-là, rien d'innovant en soi, hein. Mais dans les indicateurs, on va se retrouver avec des dépassements de budget. On va essayer de comprendre pourquoi. On a une sous-estimation des coûts cachés. Et c'est vrai que très souvent, on va formaliser un petit peu le budget des projets sur la base d'une évaluation qui va être faite en amont, mais on n'a pas forcément la visibilité d'ensemble de tout ce qui va être à dépenser en surplus. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, sur des projets, on anticipe et on envisage de provisionner de manière à pallier à ces aléas de coûts cachés. Alors, l'enveloppe de provisionnement, elle est assez variable, mais ça peut aller de 10 à 20% du coût du projet, hein. C'est un petit peu voilà, la fourchette. Vous avez d'autres projets hein, qui ont besoin de plus et d'autres projets qui ont peut-être aussi besoin de moins. Mais provisionner, c'est déjà se prémunir de cette notion de coût caché et donc d'éviter aussi le dépassement des budgets. Et on va se retrouver aussi avec des durées de projet trop longues, ce qui fait qu'on a une perte de valeur. Pourquoi il y a une perte de valeur? Parce que dans le temps, euh, si j'arrive tôt sur le marché, j'ai quand même plus de chances de capter ce marché plutôt que ceux qui vont arriver tard, puisque je vais me faire connaître avant, puisque j'aurai pas une déperdition technologique, par exemple,
ou de mon produit en tout cas, puisque j'ai mon idée, je la transcris sous forme de projet et très rapidement, je la propose sur le marché parce que à ce moment-là, c'est pertinent. Mais si vous y passez 10 ans, bah, peut-être qu'en 10 ans, les technologies auront évolué, les besoins auront changé, et au moment où vous allez euh, délivrer le produit final, hein, l'objectif du projet, eh bien en fait la valeur originelle n'aura plus cette valeur au moment de la livraison. On pourrait citer, je ne sais pas si c'est forcément un bon exemple, mais on a l'exemple de l'EPR, hein, je ne sais pas si ça vous parle, les EPR qui ont été donc un petit peu les nouvelles centrales nucléaires des temps modernes, on va dire, qui devaient avoir justement un rendement important en termes d'énergie. Donc, on était parti là-dessus. Ce projet initialement devait prendre moins de 10 ans, en tout cas. Je crois qu'on était parti sur 5 ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Et on voit que ça a pris presque 12 ans, que ça a coûté un fric monstrueux. Peut-être que technologiquement, c'est pas qu'on revient en arrière, mais je ne sais pas si vous avez entendu notre cher président Emmanuel Macron qui a évoqué le fait qu'il envisageait de faire plutôt des petites centrales nucléaires localisées afin de répondre aux besoins adaptés localement, plutôt qu'une grosse centrale comme un EPR qui distribue un petit peu à la volée sans être dans la maîtrise. Donc voilà le genre de projet sur lesquels on se demande si c'est rentable en fait. Alors comment maximiser le ROI financier si on arrive sur ces aspects financiers? On va devoir estimer la précision des coûts et des bénéfices. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut passer du temps en amont pour cette évaluation-là. Et passer du temps en amont, ça veut dire perdre aussi du temps sur le delivery. D'accord? Une des problématiques, c'est que le réflexe humain est de voir délivrer très tôt et réduire ce temps d'estimation parce qu'on a en tête le fait que ça va être un gain. Mais quand on pose les données, quand on pose les chiffres, quand on pose la faisabilité, peut-être qu'on prend le temps de le faire. Peut-être qu'on va se rendre compte que ce qu'on avait projeté en termes de ROI n'est pas si évident que ça. Et inversement, hein, on peut aussi avoir des sujets sur lesquels, quand on gratte un petit peu la partie estimation, enfin, pardon, quand on a notre projection mentale d'un sujet, on ne se rend peut-être pas compte de tous les bénéfices qu'on va en tirer parce qu'on s'est arrêté à l'aspect mental des choses. Et quand on va poser le sujet en inscrivant avec précision donc ses coûts, ses bénéfices, là, on va se dire, ah oui, effectivement, là, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Donc, il faut savoir aussi passer du temps à estimer. Le deuxième sujet, c'est de faire un suivi régulier des KPI. Alors, ça, c'est une vraie contrainte qui est quand même un point, notamment les chefs de projet ou les pilotes de manière globale, c'est pas des PMO, subissent un petit peu parce que dans les grandes organisations, on met en place des routines avec des dates de delivery de KPI. Des fois, on se demande ce qu'on en fait de ces KPI. Et en fait, ça, c'est un élément important. Il faut être en capacité euh, d'expliquer pourquoi on met en place des KPI, à quoi ça sert de les remonter, enfin de les alimenter, de les remonter, de les consolider, et surtout, qu'est-ce qu'on en fait de ces KPI? Parce que si on n'en fait rien, et si on affiche une donnée, et que cette donnée, finalement, bah, on constate qu'elle est en baisse ou en hausse, peu importe, mais que ça ne change pas la donne parce que de toute façon, on était obligé de les afficher, mais on ne s'en sert pas plus, bah, je veux dire, à quoi ça sert? Hein, donc se poser la question de quels sont les KPI qui vont me servir, et surtout, ils vont me servir parce que je sais ce que j'en fais, en fait. Je vais avoir une vraie action derrière, une vraie analyse. Troisième point, pour, pour améliorer et maximiser le ROI financier, ce serait d'optimiser à la fois les ressources et d'obtenir un arbitrage intelligent. Alors, ça semble évident dit comme ça, mais c'est toujours important de savoir quelles ressources on veut envisager par rapport aux produits qu'on souhaite délivrer.
de manière à pas être dans le trop qualitatif ou dans ou le surqualitatif parfois, hein, et inversement, ne pas être dans quelque chose qui soit un petit peu bas de gamme et qui ne réponde pas forcément non plus aux besoins. Et faire des arbitrages intelligents, ça veut dire savoir justement quelle est la stratégie qu'on va adopter. Je vais faire un petit peu dans le cliché, mais si vous allez acheter un produit chinois, par exemple, euh, alors la tendance est moins vraie qu'avant, mais jusqu'à il y a encore quelques temps de ça, on, on pouvait se dire que les productions chinoises seraient de moins bonne qualité, avec une moins bonne durabilité dans le temps qu'une production autre que les productions chinoises. Mais ça, c'est une stratégie de la part des Chinois, qui était de dire, nous, on s'en fiche un petit peu de la qualité, on fait du volume. Bah, résultat des courses, ils sont gagnants, puisqu'ils ont bien compris que pour arriver à capter, eh ben, il allait falloir raisonner différemment, se distinguer de tous les autres. Et cette distinction, elle se fait par ce qui était leur force, hein, ce qui est toujours leur force, de la productivité. Et donc, qui dit de la productivité dit du volume. Et sur ces espèces de volume, ils ont été en capacité de réduire énormément les coûts à tous les niveaux, hein. Voilà. Là, récemment, je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler de l'actualité, comment dire, on a tous ces constructeurs chinois de véhicules électriques. On a été obligé en Europe, mais pas que en Europe d'ailleurs, de faire gonfler les taxes douanières pour rester des concurrents viables avec nos propres industries, entreprises de l'industrie automobile. Hein, donc on voit bien que leur stratégie aux Chinois fonctionne bien. Ça a marché. La stratégie occidentale, elle est là elle aussi. Est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a mis en place des taxes douanières que ça va faire soit ralentir l'achat de produits chinois sur les véhicules électriques, à voir, ou bien orienter les consommateurs sur des véhicules occidentaux ou français, si on parle de la France. Ça aussi, c'est pas forcément sûr. Alors, après le ROI financier, on a le ROI non financier. Et c'est un facteur qui est souvent sous-estimé, pour la simple et bonne raison que c'est difficile d'afficher des éléments d'analyse. C'est pas forcément des données chiffrées ou chiffrables. Et puis surtout, c'est dans l'humain que d'aller vers le résultat avant d'essayer de comprendre comment obtenir ce résultat. Et justement, le ROI non financier, il est là en fait pour nous permettre de se dire, bah oui, grâce au ROI non financier, je sais que j'ai de fortes chances de tendre vers un ROI financier. C'est presque la première pierre à l'édifice, mais on a vite fait de mettre ça un petit peu de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ROI non financier? Bah, on a par exemple la satisfaction client. Voilà. Jusque-là, rien de sorcier, mais c'est sûr que si j'ai un client satisfait, j'ai de plus fortes chances de pouvoir le garder dans le temps. Et certes, j'aurais peut-être, comment dire, j'aurais peut-être pas été rentable sur mes premières productions, mais comme j'insiste bien sur la satisfaction client et que mon client est content d'être considéré, concerné, etc., je sais que je vais le garder avec moi dans le temps et ça va me rendre pérenne. Et ça, c'est important aujourd'hui. On voit bien que la vitesse où les choses vont, la pérennité, elle n'est pas toujours présente. Le deuxième sujet, c'est l'engagement des employés. On parlait de turnover tout à l'heure. On, on a aussi hein, cet aspect un petit peu, pas à la mode, mais quand même, qui fait que on s'est terminé les carrières où vous rentrez très jeune pour passer 30 ans au sein de la même structure et en ressortir toute votre carrière jusqu'à la retraite, hein. Mais néanmoins, ça peut encore se faire. On peut essayer de capter l'engagement de nos collaborateurs, de nos employés, même de nos prestataires, hein. Faut pas omettre ça. Et ça, cette fidélisation, elle va être engageante en fait dans le cadre de cette notion de ROI, bah, parce que vous allez capitaliser en fait sur la durée et l'expérience de ces employés qui
euh, vont évoluer vers une organisation maîtrisée, avec une philosophie maîtrisée, une culture d'entreprise maîtrisée. On abordera la culture d'entreprise. Et tout ça, c'est facilitant pour atteindre la notion de ROI. On va retrouver aussi les gains de productivité. Alors, les gains de productivité, ça peut évidemment comment dire, s'évaluer de manière chiffrée ou non, finalement, hein. On peut très bien, on peut parler de l'IA, par exemple. Voilà. Euh, L'IA générative, puisqu'il y a différents types d'IA, hein. Mais pour ce qui est de l'IA générative, on sait pertinemment que on va gagner en productivité parce que le délai de traitement de l'IA est bien supérieur à celui de l'humain. Mais en même temps, l'IA a un coût, hein. Et est-ce que ce coût vaut ce temps de rentabilité? Et puis il y a aussi la notion de qualité. Est-ce que le gain de productivité de l'IA, de par sa performance technique en termes de calcul, etc., est-ce qu'elle vient aussi adresser le sujet de la qualité de ce rendu? Donc il faut se montrer critique par rapport à l'IA, mais ça fait partie des gains de productivité. On va retrouver la réduction des risques. Ça aussi, c'est un élément assez surprenant. On a tendance dans les méthodologies de gestion de projet de nous indiquer que oui, il va falloir, lorsqu'on présente son projet pour une validation, hein, donc on va avoir le business plan, tout ce que vous voulez, avec un planning, avec un budget prévisionnel, mais on va nous demander de présenter les risques. Et puis une fois que le projet est en place, et ben cette notion de risque, on n'y revient plus vraiment en fait. On n'y revient plus vraiment. On considère qu'on a fait le boulot, que ça a été identifié au début, et maintenant, advienne que pourra. Alors que non. Alors que non, il faut que ces risques, on soit en capacité de les suivre régulièrement. Quand vous allez organiser, je ne sais pas moi, un pique-nique, vous y prenez 2 semaines à l'avance, vous avez regardé la météo, vous vous êtes dit, ah, il y a peut-être un risque, 2 semaines à l'avance, pour qu'il pleuve, mais je vois que c'est du 50-50 avec le beau temps, quoi. Si je pars de ce principe-là, à 2 semaines de mon pique-nique, je me dis, bon, bah, du coup, je maintiens le pique-nique, ça m'a l'air cool. Sauf qu'au bout d'une semaine, si on ne revient pas pour consulter la météo et qu'on n'a pas vu qu'on est passé de 50% de beau temps à 80% de pluie et que je continue de maintenir mon pique-nique, ah bah potentiellement mon pique-nique il va pas être au rendez-vous lui. Hein, il va être pluvieux, on va devoir sortir les parapluies, ça peut être génial. Et donc là, ce risque-là, par exemple, pourrait, s'il avait été identifié dans le temps, avec un suivi dans le temps, on aurait pu adapter mon objectif. C'est-à-dire que mon projet pique-nique aurait pu se transformer en projet buffet à la. Voilà. C'est pour ça que c'est important de bien maîtriser ces risques et de tendre à les réduire. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter certains problèmes ou certains risques. Je n'ai pas la main sur la météo. Je ne cherche pas à avoir la main sur la météo. Par contre, je suis en capacité, sur ce dont je n'ai pas la main, de réorienter mon projet, de réorienter mon objectif, de réorienter mon livrable. Parce qu'en fait, quel est l'intérêt de mon pique-nique? C'est d'une, de manger, et puis de deux, de me réunir avec des gens sympathiques et avec qui j'apprécie la compagnie. Et c'est pas parce que je vais faire un buffet chez moi que d'une, je ne vais pas manger, je continue de manger, et de deux, je vais maintenir ce côté convivial des choses. Et donc, mon objectif aura été atteint. Par contre, c'est vrai que la vision, on aura transformé le delivery, on aura transformé la vision pour atteindre cet objectif. Voilà. Mais parce qu'il faut faire un suivi des risques. Et le dernier sujet, c'est ce que j'appelle la notoriété. Alors, on n'est pas loin de la satisfaction client, mais pas que. Mais clairement, la notoriété est importante. J'avais en tête Apple. Tout le monde connaît Apple. Donc au moment où ça a été créé, ça a été une petite révolution à l'époque des Macintosh. Donc ça date. Avec une ergonomie un petit peu particulière, avec un design aussi un petit peu particulier. Voilà, ça venait contrebalancer l'essor des PC haute standard, on va dire. Mais il se trouve que dans les années
allez, fin 80 jusqu'au milieu des années 90, voire la fin des années 90, Apple était sur une pente descendante. Pour la simple et bonne raison qu'ils s'étaient un petit peu enclavés dans leur modèle et que, il y avait beaucoup plus de souplesse à aller sur des produits IT plus adaptables. Donc on a Microsoft qui avait surtout proposé tout ça et qui avait bénéficié, Microsoft dans les années 80-90, de cette vision souple pour en tirer parti. Euh, et Apple, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, mais moi, je veux pas déroger à mon côté un petit peu euh, verrouillé, parce que je sais que mon écosystème, il est viable, il est pratique, il peut plaire. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit, bah, nous, il faut qu'on surfe sur cette stratégie-là. Et il faut se fasse qu'on redore un peu notre image. Et pour redorer leur image, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par du design, ni plus ni moins. Tout leur Mac, alors je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais vous aviez, vous savez, cet écran, ce grand écran où tout était intégré à l'intérieur. Il n'y avait pas de tour d'unité centrale, tout était intégré à l'intérieur. C'était design arrondi, blanc. Ils ont redesigné également leur logo. Et ben, ils ont misé là-dessus pour séduire et pour gagner en notoriété. C'était aussi des produits qui étaient simples à réparer, même si c'était cher à réparer, mais c'était simple à réparer. Il y avait on pouvait remplacer les équipements assez facilement. Ils ont mis en place un service client important et réactif. Et ça s'est percuté dans le temps avec l'essor des iPhones. Je vous apprends rien. Avant les iPhones, il y a eu tout ce qui était iPod. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque où on écoutait du MP3, qui n'avait pas un iPod. Voilà. Donc, eux ont bien compris que la notoriété, elle était nécessaire parce qu'en fait, euh, comment dire, des PC, pour le dire comme ça, il n'y avait pas que Apple qui proposait des PC. Des lecteurs MP3, il n'y avait pas que Apple qui proposait des lecteurs MP3. Et là, récemment, des smartphones, il n'y a pas que Apple qui propose des smartphones. Et pourtant, c'est eux qui ont pris le lead. Hein. Donc voilà, il ne faut pas oublier cette notion de notoriété qui est très très importante. En tout cas, qui a une valeur qu'il ne faut pas négliger. Pardon. Ensuite, on va aller sur le terrain de l'importance, dans le cadre de la gestion de projet, de la gouvernance. Alors ça, c'est un sujet qui est un peu tabou. On va essayer d'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est sûr que un déficit de gouvernance, surtout dans des grosses structures, donc là, faut regarder au sein de vos cas personnels quelles sont les fameuses structures en question. Mais un problème de gouvernance, ça va forcément poser des problèmes parce que je peux avoir une vision non claire ou non partagée de tous les collaborateurs qui contribuent à mon entreprise, à mon organisation. Et donc avec des manières de faire ou un investissement qui va s'affaiblir, se réduire. Je peux aussi avoir une mauvaise allocation des ressources parce que j'ai pas défini ma gouvernance. Et au final, je vais piocher un peu là où je vois de la bande passante, mais est-ce que je gère derrière la compétence, par exemple? Potentiellement, sans gouvernance, je prends le risque, très souvent c'est le cas, d'avoir une absence de suivi et de reporting. Ou même si j'ai du suivi et des reporting, je ne sais pas quoi en faire précisément. J'ai des chiffres, j'ai des données que je consolide, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on analyse derrière? À quoi ça me sert? C'est pour ça que les clés d'une bonne gouvernance, telles que c'est indiqué ici en tout cas, c'est de bien définir les rôles et responsabilités. Alors là, sur la gestion de projet, je ne vous apprendrai rien, mais Euh, être chef de projet, c'est avant tout être gestionnaire. hein. Chef de projet fait de la gestion de projet. Je le dis à maintes reprises, quel est le mot le plus important dans gestion de projet? C'est pas projet, c'est gestion. Donc si vous faites de la gestion de projet, votre job, c'est d'être gestionnaire. Et qu'est-ce qu'on a derrière cette terminologie de gestion dans le cadre d'un projet? Il va falloir produire un planning, il va falloir suivre le plan de charge, il va falloir euh,
faire l'état du budget, l'avancement du budget. Il va falloir organiser à travers différentes instances tous les éléments de suivi qui font que bah, régulièrement on voit où on en est dans le projet. Il va falloir être le relais entre des décideurs et des équipes opérationnelles. Il va falloir communiquer, énormément communiquer. Et tout ça, très très souvent, hein, en termes de rôle et responsabilité, c'est pas défini aussi clairement. Ce qui fait qu'on a aussi de la déperdition de valeur derrière la terminologie de gestion, puisqu'on ne fait pas vraiment de gestion. En tout cas, pas avec l'investissement qui permettrait de faire une bonne gestion. Voilà. Autre clé d'une bonne gouvernance, un suivi des KPI et des reporting réguliers, mais en leur donnant du sens, hein, à ces KPI. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné, quand je relève tous les KPI, je me rende compte que je suis capable d'avoir une analyse derrière ces KPI et de prendre des décisions. Parce que si je fais juste la relève des KPI et que je ne prends pas de décision derrière, j'ai envie de dire, à quoi ça me sert? Donc ça veut dire que je demande des éléments à des individus de mon organisation, je leur demande de me rendre compte là-dessus, mais en fait, j'en fais rien et je leur fais perdre du temps. Et moi, au-delà de ça, je ne vais pas essayer de me servir de ça pour apporter du gain. Il y a zéro gain, hein. Donc, challenger les KPI, pas besoin d'en avoir des centaines. Et surtout, posez-vous la question, où on doit se poser la question de savoir, est-ce que ce KPI est pertinent parce que il va me servir à arbitrer. Voilà. Dernier point, comité de pilotage pour l'arbitrage stratégique. Vous avez des projets qui se lancent à un instant T. Et puis, on sait tous comment ça marche, hein. Ça peut traîner, même ne serait-ce que le démarrage peut traîner, hein, pour X raisons. Alors là, ces derniers temps, les projets traînent à démarrer pour des raisons de budget. Hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est un petit peu le contexte économique mondial qui veut ça. Donc, il se trouve que pour des raisons de budget, on a beaucoup de projets qui mettent du temps à démarrer. Mais c'est un problème aussi, c'est-à-dire que stratégiquement parlant, si on se lance tard sur un projet et qu'on se rend compte au moment où on le lance que le delivery du projet ne fait plus de sens, parce que la stratégie, elle aura évolué entre-temps, bah, du coup, on est perdant. Donc il va bien falloir aligner le démarrage des projets pour rester dans la stratégie du moment de notre entreprise. C'est pas parce que j'ai fait tout ce boulot en amont, d'essayer d'évaluer mon projet, d'essayer de le défendre pour qu'il se lance, et puis qu'il s'est passé 6 mois, qu'il s'est passé peut-être parfois un an, et se dire, ça y est, maintenant j'ai le budget, on y va. Bah non, il faut se dire, est-ce que passer ces 6 mois, un an, le delivery de mon projet, il fait toujours sens par rapport à la stratégie d'entreprise? Alors là, j'ai cité des exemples, mais je pourrais en citer d'autres tout à l'heure. Euh, Ah si, oui, j'avais un sujet par rapport à ça. J'en profite, j'ai encore un petit peu de temps. La gouvernance aussi, là où c'est important, c'est que c'est un petit peu ce qui va donner l'orchestration et le rythme un petit peu des projets. Et pour ça, donc, il faut définir une trame générique qu'on va demander enfin, on va demander à ce qu'elle soit appliquée et appliquée à tout le monde, hein. Pourquoi il faudrait que ce soit appliqué à tout le monde? Parce qu'il faut qu'on avance tous dans le même sens. Et puis si je veux pouvoir derrière moi m'appuyer sur la gouvernance pour consolider, faire de l'analyse, il faut que les modes de fonctionnement de la strate en dessous soit à minima uniforme, suffisamment uniforme, pour que quand je vais capter l'information tout en haut, je puisse être en capacité de l'analyser et d'en faire quelque chose. Et j'avais une petite image là-dessus. Alors, on est à mi-chemin entre la gouvernance et la culture, hein, parce qu'il y a aussi la notion de culture d'entreprise. Mais si on prend le Père Noël, moi je vais vous dire pourquoi euh, le Père Noël n'existe pas. Il n'existe pas pour la simple et bonne raison il a été sur les rotules et on lui a demandé de faire un truc qui est infaisable.
On lui a demandé, selon les familles, selon les localités, selon les pays, de venir parfois le 23 décembre à 22 heures parce qu'il y a des enfants qui se couchent tôt, on ne veut pas les faire coucher tôt, donc on fait Noël à 22 heures. Vous avez des familles qui vont attendre à ce que le Père Noël arrive à minuit, parce que c'est la tradition, c'est minuit et on attend minuit. Vous avez des familles qui vont demander à ce que le Père Noël arrive le lendemain matin. Alors parfois à 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, enfin peu importe, à des heures différentes. Mais tout ça dans des endroits différents. Quand vous voulez que le Père Noël il s'y retrouve, lui, un jour il va aller, enfin un jour, il faut qu'il se déplace très vite pour arriver à la bonne heure, au bon endroit, à délivrer tous les cadeaux. Et ben, finalement, il a laissé tomber. Il a dit, moi, j'arrive pas à consolider. J'arrive pas à consolider, j'arrive pas à délivrer les cadeaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est les parents aujourd'hui, hein. Je suis désolé pour ceux qui croyaient encore au Père Noël. Mais c'est les parents, c'est la famille qui a pris le relais. Voilà. Et ben, la gouvernance, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est qu'à un moment donné, si je veux être capable de délivrer au bon moment pour toute l'entreprise, il faut que chacun fonctionne un petit peu de la même manière. Hein. Voilà, si on avait décrété que en fait, bah, Noël, peu importe l'endroit où on est sur Terre, c'est le 25 décembre, le 24 décembre, pardon, à 10 heures du matin, ah bah c'est beaucoup plus facile pour le Père Noël. Voilà. Alors, on va s'attarder un petit peu sur l'importance des outils en gestion de projet. Et ça, c'est pas un petit sujet. Euh, on a beaucoup de problèmes liés aux outils. Et c'est pas forcément l'outil le problème. C'est là le comble des histoires. Premièrement, on va se retrouver avec des projets qui vont être gérés avec des outils qui sont non partagés ou avec une trame non commune. Et ça, ce mode silo des outils fait que quand on va chercher justement à consolider pour analyser, on va se retrouver avec des problématiques de rapprochement technique en plus, pas simple. On va avoir un décalage dans le temps de l'analyse des informations, puisque j'ai pas de temps réel hein, sur des outils non partagés. Et surtout, j'ai pas des pratiques communes. Voilà. Ce qui fait qu'on a une déperdition de valeur en employant différents outils qui sont non partagés ou qui ne fonctionnent pas pareil, alors qu'on est au sein d'une même structure, hein, que je ne vais pas avoir les mêmes trames, pas le même wording, pas le même process éventuellement à l'intérieur des outils. Parfois, on va aussi avoir des problématiques parce qu'on a des outils trop complexes. Et je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais par exemple, si vous achetez une voiture, on est tous d'accord pour dire que bah, il faut qu'il y ait 4 roues, un volant, des sièges. Mais on considère que c'est acquis, ça. C'est-à-dire qu'une voiture, j'ai même pas besoin de poser la question, évidemment, qu'il va y avoir des roues, qu'il va y avoir des sièges, qu'il va y avoir un volant. Sinon, c'est pas une voiture, ça ne me sert à rien. Donc là où va s'attarder le consommateur, ça va être sur tout le reste. Alors qu'une voiture, on est bien d'accord que l'objectif, hein, c'est de se déplacer de manière confortable avec une conduite souple. Voilà, je veux dire, si on a ça, c'est top. Bon, mais en fait, on s'en fout. On va surtout regarder, est-ce que j'ai l'option, quand j'appuie, ma vitre se baisse? Est-ce que j'ai l'option avec le tableau de bord électronique? Est-ce que tout un tas d'options? Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est essentiel? Est-ce que au moment où je vais acheter ma voiture, je m'attarde trop sur les options et au final, quand je vais commencer à conduire, je vais m'apercevoir que je suis pas confortablement installé, que la direction, elle me plaît pas, elle est pas adaptée à qui je suis, que les roues, elles sont sympas, mais j'aurais préféré quelque chose de plus large parce que ça adhère mieux au sol. Enfin, et du coup, je patine quand je conduis. Vous voyez un petit peu l'idée? Eh ben là, c'est pareil pour les outils. Il faut savoir aller à l'essentiel de ce qu'on veut faire avant de tatillonner sur des options. Hein. Même si c'est nécessaire, il ne faut pas omettre l'enjeu majeur qu'on souhaite obtenir derrière l'outil. Et puis, on a des outils dont les usages initiaux ont été détournés. Alors ça, c'est le mal du siècle. Voilà. J'ai essayé d'analyser pourquoi. J'ai pas encore de réponse, mais je crois qu'on a une évolution dans les mœurs et dans les cultures qui nous laisse croire qu'un outil peut tout faire.
Encore plus aujourd'hui qu'avant, parce que bah, on a évolué dans le temps, parce que on est censé être plus performant, voilà. Mais en fait, non, un outil ne peut pas tout faire. Un outil, il a comment dire, son usage maître, majeur, et puis il peut faire plein d'autres choses à côté. Mais c'est plein d'autres choses à côté, c'est pas ça qui fera le mieux, en fait. Donc parfois, il vaut mieux aller chercher un autre outil qui fasse clairement les choses telles que ce soit son cœur de métier et que que je le raccroche à cet autre outil plutôt que d'utiliser les options. Je vous donne un exemple. Euh, Quand vous allez visser une vis au mur, on est tous d'accord pour dire qu'il me faut un tournevis. Jusque-là, je pense qu'on est raccord. On est tous d'accord pour dire c'est chouette parce qu'aujourd'hui, nos tournevis, j'enlève la mèche, je remets une autre mèche et puis je passe du cruciforme au pas cruciforme. Qu'en termes de cruciforme, je vais avoir les petites, les plus grosses mèches. Enfin voilà, je peux avoir différents adaptateurs de mon tournevis pour s'adapter à ce que j'ai à visser. Jusqu'ici, c'est bien, mon tournevis, il s'est enrichi et il fait toujours le job, c'est-à-dire il me permet de visser. Par contre, si je dois clouer et que et que je me dis, bah attends, j'ai un tournevis déjà où je peux changer la mèche. Bah là, je vais me servir de mon tournevis pour enfoncer un clou. Comme ça, voilà, pas besoin d'acheter autre chose. Et puis je peux le faire, puisque si je retourne mon tournevis avec le manche et que je tape, mon clou il s'enfonce, hein. Effectivement, il s'enfonce le clou. Mais le problème, c'est que vous allez abîmer votre manche. Donc, premièrement, vous abîmez l'outil. Et deuxièmement, vous avez des chances de tromper et de vous blesser. D'accord? Et donc là, vous allez, je ne sais pas, finir aux urgences ou j'en sais rien en tout cas. Vous prenez un risque. Et ben c'est pareil dans le monde des entreprises et des logiciels et des outils. On essaye enfin, on sait qu'on a besoin d'un tournevis en priorité. On sait qu'on a besoin d'un marteau, mais plutôt que d'acheter deux outils, un tournevis et un marteau, eh ben on va chercher à en obtenir un et on va choisir le tournevis en lui demandant de faire de temps en temps le marteau, voire très souvent le marteau. Bah ça marche pas. Ça marche pas et ça marchera pas. Donc il faut vraiment être pertinent sur l'usage qu'on souhaite obtenir de notre outil et pas vouloir lui faire papa-maman, comme on dit, si c'est pas bien le faire, parce que vous allez être déçu, vous allez être frustré, vous n'allez pas avoir les résultats comment dire, attendus. Vous allez rajouter de la complexité dans vos process parce que l'outil ne saura pas bien faire. Vous allez perdre de l'adhésion. Enfin, l'outil est un vecteur de frustration énorme. Donc, si on veut pas être frustré, eh ben, il vaut mieux savoir aller à l'essentiel de ce qu'il est censé faire. Donc, les bonnes pratiques, ben, c'est de choisir les bons outils adaptés à l'entreprise. Ça va être d'automatiser les tâches pertinentes pour gagner du temps sans déresponsabiliser les acteurs. Ça aussi, c'est important. C'est pas parce que j'ai un outil que tout se fait automatiquement et que j'ai pas de responsabilité derrière. Tout ce qui va concerner les contrôles, tout ce qui va concerner les procédures. Là, en ce moment, on est très à cheval sur la cybersécurité, sur euh, comment dire, les aspects sécuritaires de données. Bah oui, c'est important, évidemment, mais il faut pas qu'on déresponsabilise les acteurs pour autant. Voilà, on sait le faire dans notre cadre privé et parfois dans le cadre de l'entreprise, on perd pied avec toutes ces notions. Utiliser un tableau de bord pour un suivi en temps réel, ben oui, si on arrive à avoir du temps réel, on sera beaucoup plus réactif. Et si on veut pouvoir ajuster le tir au bon moment, ben, il faut surfer sur cette notion de temps réel. Et un des mots forts de la gestion de projet, euh, c'est qu'on va vouloir obtenir du temps réel sur l'aspect financier des choses. Mais pas sur le pilotage opérationnel, où on va vous dire, par exemple, bah, moi, j'aimerais que mes collaborateurs, j'ai pas besoin qu'ils saisissent de l'activité toutes les semaines. Une fois par mois, ça me suffit. Parce que moi, une fois par mois, je fais ma consolidation financière, je rends des comptes au contrôle de gestion, et lui, il va avoir une vision mensuelle de tout ça. Super, on est d'accord, vous rendez service au contrôle de gestion ou à la finance, peu importe, à son rythme à lui, qui est une fois par mois. Mais en attendant, votre projet là, est-ce que vous êtes arrivé à le suivre sur la base du temps passé de chaque collaborateur, de manière à savoir si les tâches sont faites, pas faites, s'il y a des décalages, pas des décalages, etc. Et ça,
Bah, si vous faites une fois par mois de la saisie d'activité, on appelle ça de la saisie d'activité, à quel moment vous voulez savoir si en cours de mois vous êtes sur les rails ou pas? C'est pas possible. Donc pareil, hein, il faut générer de la récurrence, être le plus temps réel possible pour être en capacité d'interagir au bon moment et de rectifier le tir pour obtenir le fameux ROI. Voilà. En tout cas, tendre vers le ROI. Euh, Oui, moi, c'est encore des slides. Hop. Alors, l'impact de la culture d'entreprise sur le ROI. Alors, ça aussi, c'est un vrai sujet. Euh, En quoi ça impacte le ROI, cette notion de culture d'entreprise? Eh ben déjà, on est dans un environnement collaboratif qui favorise l'adhésion au projet. Donc, vous avez des entreprises qui vont être facilitantes parce qu'ils ont une culture qui va dans ce sens-là et d'autres qui vont l'être moins parce qu'elles ne sont pas habituées. Et le deuxième enjeu derrière, c'est aussi de réduire les conflits internes et les résistances. Je pense que vous avez tous vécu dans vos expériences professionnelles des situations où dans une même organisation, vous avez j'allais dire des guerres internes, des guerres de chapelle, parce que bah, vous avez l'impression que celui d'à côté, il vous met des bâtons dans les roues parce qu'il vous demande tel ou tel truc, et vous comprenez pas pourquoi en fait. Mais c'est sûr que si on comprend pas pourquoi, c'est difficile d'arriver à avoir de la valeur dans ce qu'on va nous demander. Donc c'est pour ça qu'il va falloir communiquer énormément si on veut réduire ces conflits internes. Euh, Communiquer énormément, ça veut dire impliquer très tôt les gens. Ça veut dire les sensibiliser à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la gouvernance de l'entreprise. Ça veut dire les sensibiliser à l'histoire de l'entreprise aussi. Ça veut dire les sensibiliser aux valeurs, tout un tas de notions qui, comme ça, semblent un petit peu ésotériques, mais qui vont être un facteur de convergence. Voilà. Et ce sera toujours mieux de considérer ce thème de la culture d'entreprise pour obtenir du ROI. J'ai un exemple en tête. On avait un client qui travaillait sur, vous savez, les coffres pour les crypto-monnaies. Donc en fait, hein, c'était des espèces de trucs USB. Vous mettiez ça sur votre PC et donc je citerai pas l'entreprise, hein. Et vous pouviez conserver vos crypto-monnaies en sécurité. Cette entreprise, qui est une entreprise française, elle a fait partie des licornes, hein, c'est-à-dire qu'elle a grossi très très vite. Alors pourquoi, hein? Première sur le marché, elle a trouvé le bon marché évidemment. Technologiquement, il y avait des performances en plus qui étaient au rendez-vous, bonne notoriété. Enfin, elle a surfé un peu sur tout ce qu'on a évoqué, hein. Et du coup, en termes de ROI, croyez-moi, elle s'en est très très bien tirée. Mais à force de gagner en notoriété, ils ont grossi, la demande a été forte, et donc pour répondre à cette demande, plutôt que de faire une croissance, j'allais dire interne par recrutement, ils ont fait une croissance externe par rachat d'autres entreprises. Et la plupart de ces autres entreprises étaient non françaises d'ailleurs. Donc vous en aviez en Europe de l'Est, vous en aviez en Asie, je pense, enfin un petit peu partout. Et là, ça a commencé à poser problème. Parce que culturellement, ce qui avait fait la force de cette entreprise, on ne le retrouvait pas chez les autres. Les manières de fonctionner, les valeurs, euh, les notions, bah, elles n'étaient pas communes, elles étaient plus communes. Et ça a commencé un petit peu à balbutier. Alors pas tant en termes de résultats, parce que la notoriété était déjà acquise, donc financièrement, ça collait. Mais en termes d'énergie dépensée, d'efforts, en termes de turnover aussi, énormément de gens qui sont partis, énormément de gens qu'on a dû recruter, etc. Il y a eu une déperdition forte. Et donc le ROI, pour le coup, il a été moins important. Donc oui, il y avait de nouveau de très bons résultats avec des chiffres assez forts, mais parce qu'il y a eu absorption, mais le retour sur investissement, lui, il avait baissé. Donc faites attention aussi à cette notion-là, hein. Dans quel environnement culturel je me trouve? Quelles sont les valeurs de mon entreprise? Comment elles fonctionnent? Comment, pour ceux que j'onboard, j'arrive à les faire rentrer là-dedans pour qu'on soit tous un peu une même famille, qu'on puisse partager. Voilà, vous voyez l'illustration, hein. On va se retrouver avec différents plats de différentes cultures, et pourtant on arrive quand même à tous passer un bon moment à table, quoi, hein. Bah, c'est un peu ça l'idée.
Voilà, on arrive à discuter en ayant chacun notre background culturel au sens large du terme. Et le dernier point, j'aurais presque voulu le mettre en premier, celui-là, mais c'est l'importance de la formation continue. On a un gros sujet. Je ne sais pas si c'est franco-français, mais je ne pense pas. On a on a on se tire deux balles dans le pied. La première, c'est qu'on a l'impression que les gens, on a cette croyance, cette fausse croyance, que nos collaborateurs savent tous de quoi on parle quand on emploie des termes comme budget, quand on emploie des termes comme KPI, quand on emploie des termes, enfin, comme plan capacitaire, pour ne citer que ces termes-là. Évidemment, on a tous une notion de ce que ça veut dire. Quand vous entendez parler les politiciens qui vous expliquent qu'il faut être bienveillant, notamment à l'éducation nationale, oui, je comprends la notion de bienveillance. Mais concrètement, il y a quoi derrière la bienveillance? Parce que vous prenez deux individus qui ont des comportements un peu différents. Il y en a un qui va être bienveillant en étant pas laxiste, mais protecteur, tout ce que vous voulez. Et vous avez d'autres personnes qui vont être bienveillants en étant durs, fermes. C'est-à-dire, ils estiment que ça, c'est une forme de bienveillance, puisque ça va servir la personne avec qui j'interagis. On est sur le même sujet dans le cadre de l'entreprise. Il ne faut pas considérer que tout est acquis parce que le budget, bah, s'il n'est pas bien défini, si on n'explique pas concrètement comment on le structure, qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on n'inclut pas, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises parce que chacun va faire le budget un peu à sa sauce, à son interprétation, et donc vous allez avoir déjà des divergences dès le départ. C'est pour ça qu'il faut passer idéalement par cette notion de formation et pas one shot, pas se dire la personne elle arrive, boum, je la forme et puis après on n'en parle plus, hop, je la mets de côté. Bizarrement, ça on arrive à le faire très bien dans tout ce qui va être un petit peu réglementaire, parce qu'il faut être certifié. Hein. Si vous voulez faire de la cybersécurité, si vous voulez faire je sais pas quoi, on va vous demander tous les 2 ans de vous recertifier pour valider le fait que vous avez bien intégré les nouveaux concepts qui ont évolué. Bah, bizarrement, dans la gestion de projet, on ne fait pas ça. On considère que c'est acquis, on fait une formation one shot et après on laisse faire on laisse faire les choses. Sauf qu'en fait, cette formation one shot, elle est valable au moment où j'entre, effectivement, parce qu'elle est alignée en théorie avec ma gouvernance à l'instant T, mais ma gouvernance, elle continue de vivre, elle. Et si au moment où elle évolue, je ne fais pas évoluer avec mes collaborateurs, eux, ils vont rester campés sur leur formation initiale et ils n'auront pas eu le temps de s'adapter à ce qui aurait évolué au niveau de la gouvernance. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument passer par de la formation continue. Et ça, c'est un petit peu la cinquième roue du carrosse, hein, la formation continue. Ça a un coût. Ça nous on a du mal à capter la valeur ajoutée derrière. Mais il y en a une vraiment, c'est que d'une, vous allez impliquer vos acteurs régulièrement avec de la communication, avec du partage d'informations. De deux, vous allez les faire monter en compétences. On n'est pas tous faits pour être gestionnaires, en tout cas, pas tous sans un minimum de formation. Et puis surtout, être gestionnaire, oui, on sait le faire quand on est au sein de sa propre famille, mais est-ce que vous seriez capable d'aller gérer les comptes de quelqu'un d'autre de votre famille ou de vos amis, sachant qu'eux ne fonctionnent pas comme vous? Pas forcément, il faudrait vous former d'abord. Bah là, c'est un peu le même esprit. Donc, trouver des plans de formation récurrents pour accompagner les acteurs. Et le but, c'est d'être aligné le plus possible avec la gouvernance, c'est-à-dire le chef d'orchestre. Hein. Si vous avez un chef d'orchestre qui a l'habitude de vous faire ce mouvement-là, et puis qu'à ce moment-là, vous avez, je ne sais pas moi, les violons qui se mettent en place, pas de problème. Et puis si du jour au lendemain, il a un petit peu changé et il fait ça, et qu'il s'adresse toujours au violon, mais qu'il leur a pas dit, bah, ça va être dissonant. Je vois qu'il est 12h30. Donc, je vais conclure. Synthèse et recommandations. Alors, on a 5 leviers pour améliorer le ROI des projets. Et vous avez vu que je n'ai pas forcément parlé de ROI financier, parce qu'encore une fois, c'est une formule, une mécanique très simple. Et puis surtout, elle est dépendante de tous les autres ROI. Donc, premièrement, mieux cadrer les projets et savoir aussi prioriser. On n'a pas parlé du terme prioriser, mais quand j'évoquais le fait que vous aviez des évolutions sur les stratégies d'entreprise, eh bien, c'est sur la base de cette évolution de stratégie d'entreprise qu'on va pouvoir qualifier une priorisation sur mes projets.
Deuxième point, c'est mettre en place une gouvernance efficace. Et puis, j'ai oublié de l'indiquer, mettre en place une gouvernance, ça ne veut pas dire préconiser, ça ne veut pas tout le temps dire préconiser ou proposer. Ça veut dire également parfois imposer. Hein. Il y a des moments où si on veut tous aller dans le même sens, bah, il faut pas laisser certaines personnes en mode girouette selon leur humeur. Hein. Euh, troisième levier, c'est s'appuyer sur les bons outils. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne pas vouloir exploiter un tournevis pour enfoncer un clou. Ou alors, si vous le faites, bah, il va falloir assumer le fait que vous allez abîmer votre outil ou vous abîmez vous. Voilà. Quatrième point, favoriser une culture d'entreprise alignée sur les projets. Bah oui, il va falloir à un moment donné à ce que chaque entreprise, de par ses origines ou la manière dont elle veut fonctionner, sache onboarder la notion de projet et la partager à tout le monde. Et le dernier point, c'est investir dans la formation. Vous aurez beau mettre tous les outils de la Terre en place, vous aurez beau vouloir sortir des reporting dans tous les sens, vous aurez beau essayer de processer les choses avec plein d'étapes intermédiaires de validation, etc. Si les gens ne sont pas formés pour, s'ils ne comprennent pas, bah, ils vont se retrouver en blocage, ou bien ils vont se retrouver moins concernés, moins investis, ou bien ils vont peut-être se considérer frustrés, ou bien vous avez le cas inverse aussi, des gens qui sont un peu tout pouvoir parce qu'on leur a pas donné de direction et que c'est du coup la leur de direction qui est la bonne, et donc pas de convergence possible. Donc voilà tous les éléments sur lesquels il faut savoir rebondir quand on parle de ROI et ne pas s'arrêter au strict constat du financier. Parce on va aller sur des sujets, enfin, ça veut dire ignorer les vrais sujets en fait. Voilà, donc il faut creuser un petit peu au-delà. Voilà, moi j'ai creusé un petit peu au-delà du temps. Donc j'espère ne pas vous avoir trop retenu. Je vous remercie pour votre attention. Nous aurons un prochain événement fin mars, début avril. Ça reste encore à caler. Alors on verra quel format, soit le même format webinaire. Ce sera sans doute, ça pourrait être moi comme un de mes collègues. Et on n'a pas encore défini clairement la thématique, mais on vous l'adressera. Et le dernier, c'est on organise des petits déjeuners. Donc on va essayer de voir si on peut pas organiser un petit déjeuner, ce qui voudrait dire, premièrement, de se voir en live, de profiter de croissants, de café, de tout ce que vous voulez, et de pouvoir peut-être échanger de manière un peu plus interactive que sur un webinaire avec des problématiques du coup que vous pourriez nous amener. Voilà. Encore une fois, merci à tous, à toutes et tous. Passez une excellente journée et bah, je serai ravi, hein, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir des sujets, si vous avez besoin de mieux nous connaître. On sera ravi de vous répondre et de vous apporter notre expérience et notre bon sens, parce que des fois, c'est le bon sens qui fait défaut. Voilà. Encore une fois, merci et bonne journée.